Parfait. Donc, bienvenue à toutes les personnes, les participants, à tous les panélistes et à tous ceux qui nous joignent aujourd'hui en ce 5 décembre pour le Book Club qui a lieu à chaque 4 mois. Donc, le livre aujourd'hui qu'on va discuter avec les panélistes, ça va être le livre Développer votre confiance et votre puissance avec les gens. Juliana le montre présentement à l'écran. C'est un livre de Leslie T. Giblin. Donc, on va parler un peu des relations humaines et comment développer notre confiance et notre puissance. J'en profite aussi pour vous dire tout de suite que le prochain book club aura lieu le dimanche 10 avril à 14 heures. Donc, le prochain livre, c'est Les grandes leçons de la vie de Hal Urban. Sans plus tarder, j'aimerais remercier Juliana, l'instigatrice du book club depuis maintenant un bon bout de temps. Et il y Plus que a deux toujours ans. depuis 2 ans exactement. Ouais, le temps court et je suis vraiment content de pouvoir introduire Juliana, sans oublier notre très chère Claudel là, qui est derrière tout ce qui est technique et sans qui ce live n'aurait pas lieu. Donc, merci à vous deux. Juliana, je te laisse la parole. Oui, alors merci Sam, merci, hein, merci toujours pour cette belle introduction. Donc, comme je le dis à chaque fois, la mission de ce book club, c'est de vous donner la piqûre de la lecture. La piqûre de la lecture, je pense qu'on est rendu, on n'a pas vraiment compté, mais on est rendu à la 8e édition en plus que 2 ans. Euh, Et chaque fois, bien sûr, je suis très heureuse de voir là qu'on a on a des panélistes qui se joignent à nous. Donc, je souhaite la bienvenue aux panélistes de cette édition. Alors, il y a toi Sam. Merci d'être toujours là et d'être le co-host officiel du Book Club. On a Bertrand Desfaux qui est avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue Bertrand. On a Merci, Juliana. Dania et on a Dania aussi, Dania de Rivaux. Je sais qu'elle est en train d'essayer de se connecter là, mais en tout cas, on va la voir très bientôt si elle n'y est pas encore. Merci à Nick Vincent aussi, un fidèle du Book Club qui adore la lecture. On est toujours content de la voir. Aurore, deuxième participation, Aurore Mokeshimana. Et puis, on accueille aussi Essé là qui se lance. Bravo Essé. Moi aussi, Akbessi. Donc, voilà. Alors, moi aussi, je discuterai de 2 chapitres. Et puis, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut discuter d'un livre sur les relations humaines? Donc, c'est ça la grande question aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des choses qui nous bouleversent le plus dans la vie sont en lien avec un problème de relations humaines, avec un problème avec un être humain, un autre être humain. Donc, que ce soit avec nos parents quand on était petits, comme les frères et les sœurs, les amis, avec un conjoint quand on est plus grand, avec un collègue de travail, les problèmes de relations humaines peuvent empoisonner la vie et pas à peu près. Donc, c'est quelque chose qui peut faire une grande différence dans notre vie que d'apprendre comment fonctionne l'être humain, apprendre à anticiper certaines réactions, prévoir certaines choses, comment solliciter la collaboration d'un autre être humain, donc comment ne pas blesser, etc. Donc, il y a différentes choses qu'on peut apprendre, mais tout commence par la compréhension là, de le cerveau, comment ça fonctionne, les communications, etc. Donc, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Et l'objectif de tout ça, bien sûr, là, quand on devient bon avec les relations humaines, on ne sera jamais parfait, je crois, mais on veut toujours devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et donc, on sera se rapprocher un peu plus de la paix de l'esprit, de la sérénité, du bonheur, du succès dans vos relations, dans votre profession, votre carrière, votre vie entrepreneuriale, dans tout en fait. C'est les relations humaines, le leadership, ce sont des choses qui vont vous apporter des bons résultats dans la vie. Donc, voilà pourquoi nous voulons partager avec vous ce que nous avons tiré de la lecture de ce livre. Alors, sans plus tarder, notre premier panéliste, hein, Sam, donc Sam qui va nous parler du chapitre 1. Le chapitre 1, c'est votre clé du succès et du bonheur. Et du chapitre 2, comment utiliser le secret fondamental pour influencer les gens. Donc, Sam, conseiller financier, voyageur de la vie, comme il l'a dit, j'adore cette expression-là. Donc, lui, comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit, Sam est tombé dans la lecture et le développement personnel depuis qu'il est petit. Donc, vraiment, ça se voit dans tout ce qu'il fait. Je l'admire beaucoup. Il est multitalentueux. Et puis, c'était vraiment un amateur de lecture et je l'apprécie énormément. Donc, Sam, à toi la parole.
Merci beaucoup, Juliana, pour cette belle introduction. Euh, donc, comme Juliana l'a dit, je vais commencer avec le chapitre 1, qui est votre clé du succès et du bonheur. En fait, l'auteur nous introduit en fait ce livre-là avec quelque chose, deux aspects que les gens désirent. La plupart des gens désirent dans leur vie. Puis c'est vraiment le succès et le bonheur. Donc ça, c'est deux aspects qui fait partie inhérente là, de notre vie au quotidien. Là, l'affaire qu'il faut se questionner aussi, c'est par rapport à nous, par rapport à moi, personnellement, c'est quoi ma définition du bonheur et du succès? Donc, chacun on a ce désir-là, à quelque part. Peut-être qu'il est enfoui, mais faut savoir définir vraiment. C'est quoi le succès? C'est quoi le bonheur pour moi? Parce que oui, peut-être tout le monde veut ces deux affaires-là dans leur vie, mais faut-il savoir qu'est-ce que ça implique? Donc, en définissant vraiment pour vous autres, ça vous permet de tracer un chemin là pour atteindre ça. Dans ces deux aspects-là, il y a un élément commun, comme Juliana l'avait mentionné, qui fait partie, dans le fond, c'est le thème principal du livre. L'élément commun qui rassemble, dans le fond, qui a une grande influence, en fait, sur l'atteinte du succès, l'atteinte du bonheur, c'est vraiment les autres. Donc, apprendre à établir des bons rapports avec les gens. Dans le fond, dans le livre, ce qu'on va voir, c'est que on va développer un peu l'aptitude à s'intéresser et à servir les autres. Donc, c'est comme ça qu'on peut augmenter en fait notre arsenal là pour arriver à avoir des meilleures relations. Donc, vraiment servir les autres, donc s'intéresser aux autres aussi. Alors, on va apprendre quelques trucs pour établir des bonnes relations avec les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est mentionné dans le premier chapitre, une grande partie des réussites est attribuée aux relations humaines, mais aussi une grande partie des échecs. Ça veut dire beaucoup de personnes vont échouer parce qu'il manque de savoir-faire et de savoir-être avec les personnes. Donc, c'est important là, de développer des bonnes habiletés à établir des relations de confiance pour amplifier notre succès et notre bonheur. En fait, s'entendre, ce que l'auteur mentionne, c'est que s'entendre avec les gens, ce n'est pas, oui, c'est important, mais ce n'est pas la solution. Parce qu'on peut s'entendre avec quelqu'un en se repliant, en s'écrasant un peu en écrasant un peu notre ego, puis en se laissant marcher dessus par les autres pour éviter les problèmes. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que c'est pas simplement moi je m'entends bien avec les autres, mais je me laisse marcher dessus, alors j'ai des bonnes relations. Avoir des bonnes relations, en fait, on va le voir par la suite, là, mais il faut pas s'oublier soi-même. Deuxièmement, on peut s'entendre avec les autres en marchant sur les autres, donc en écrasant tout conflit. Puis là, on peut, comme par exemple un dirigeant tyrannique qui dit « Moi, je m'entends bien avec tout le monde parce que tout le monde m'écoute, tout le monde me respecte, mais la tactique qui est employée, c'est en marchant sur les autres. Donc, c'est pas vrai que dans cette situation-là, on établit des bonnes relations humaines. Dans le premier chapitre, les questions des relations humaines ont défini par la science des rapports avec les gens pour ne pas porter atteinte à notre ego et à celui des autres. Donc, je vais répéter ça, c'est important. Les relations humaines, c'est la science des rapports avec les gens pour ne pas porter atteinte à notre ego et à celui des autres. Puis, dans le fond, c'est ça. Ce qui est important aussi avec les relations humaines, c'est de savoir qu'il faut en retirer une satisfaction personnelle sans écraser l'ego des autres avec qui on communique. Donc, il est question aussi d'une recherche, d'une étude qui a été faite par la Carnegie Institute of Technology, qui dit que 15% du succès, seulement 15% du succès peut être attribué
à l'apprentissage des nouvelles technologies, l'intelligence et l'habileté au travail. Donc, seulement 15%. Et le reste, le 85% du succès, serait attribué, dans le fond, à la personnalité et l'aptitude à établir des rapports fructueux avec les gens qu'on côtoie. Donc, on voit un peu l'importance des relations humaines. C'est majeur, hein? Ça, Vraiment, ouais. 85%, là, c'est quelque chose. Vas-y, continue. Donc vaut mieux s'y attarder si on veut avoir du succès. Justement, ça peut être dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, mais un peu dans toutes les sphères de notre vie. C'est une partie très cruciale pour notre succès. Ce qu'il dit aussi, c'est que il y a plusieurs études là qui a démontré que en prenant un bassin de personnes qui avaient subi une perte d'emploi, au moins 2 tiers de ces personnes-là avaient perdu leur emploi parce qu'ils n'avaient pas développé la personnalité qui permettait justement de développer, d'établir des bonnes relations avec autrui. Donc, c'est quand même une grande proportion, là. Ça n'avait aucunement rapport à la personne sait faire son boulot, la personne a les connaissances nécessaires. C'est vraiment relié aux relations humaines. Pensez juste, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre emploi de voir quelqu'un, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, puis là, il y a une personne, ça fait des années qu'elle est là, elle s'efforce à travailler puis à avoir une promotion, peut-être devenir coordonnatrice, coordonnateur ou peut-être un gérant dans l'entreprise. Puis elle continue à s'efforcer, tout ça. Puis la personne qui vient juste d'entrer dans l'entreprise, elle, au bout de quelques mois, elle obtient la promotion, elle devient, elle a le statut que l'autre personne s'est efforcée. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'être témoin de ça. La personne, elle venait d'arriver, ça fait 3-4 mois, puis elle a obtenu un poste que plusieurs autres personnes convoitaient. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle avait vraiment de l'entre-gens, mais elle avait de la facilité, dans le fond, à établir des relations de confiance avec les autres. Pour finir le chapitre 1. C'est bon, relations humaines et d'avoir de l'entre-gens, en résumé. Exactement, c'est très payant. Juste pour clore ce chapitre-là, en fait, je voulais juste vous donner un petit exemple. À l'été 2013, moi, je travaillais dans le commerce de détail. J'avais un emploi à temps partiel pendant les études. Puis, c'est ça, il y avait plusieurs autres étudiants et tout ça. À l'été, je voulais faire un voyage de 2 mois. Donc, ça impliquait que j'aille voir mon employeur, je lui dise, écoutez, je vais faire un voyage de 2 mois. Est-ce que vous me permettez? Est-ce que je peux y aller et retrouver mon emploi par la suite? Ils ont dit, pas de problème, Samuel, il n'y a pas de problème, vas-y. Puis quand tu reviendras, appelle-nous, puis on te donnera des chiffres. Au même moment, il y a une autre étudiante qui a fait la demande. Elle avait trouvé un autre emploi d'été qui était plus payant. Elle a fait la demande. Puis ça a été refusé. Il a fallu, il leur a demandé, le gérant lui a demandé en fait de démissionner. Il lui a demandé de démissionner comme ça. Moi, j'ai vu une injustice là-dedans. Eux autres, ils ont peut-être vu aussi, je sais que c'était une personne qui avait un peu de misère à s'exprimer. C'est ça, elle établissait pas beaucoup de contact avec les gestionnaires et tout ça, donc peut-être elle n'avait pas eu acquis, dans le fond, cette proximité-là avec les gestionnaires, donc malheureusement, elle n'a pas pu garder son emploi. Donc ça, c'est pour le chapitre numéro 1. Pour le chapitre numéro 2, en fait, l'auteur nous parle de comment utiliser le secret fondamental pour influencer les gens. Donc, c'est quoi ce secret fondamental-là? En fait, vous pensez que je vais vous dire la réponse tout de suite? Ça viendra. Donc, elle nous introduit, en fait, il parle beaucoup de l'ego. Donc, dans le chapitre 2, il est question de l'ego, donc le culte de moi, l'individualité unique. Donc, chacun a besoin de respect, approbation et un sentiment d'accomplissement pour nourrir son ego.
Le culte de moi, décrit par Edward Buck, c'est l'étincelle divine déposée dans l'homme et que seuls ceux et celles qui ont allumé cette étincelle en eux ont fait de grandes choses. Donc, ça part du principe, en fait, ça mentionne un peu, dans le fond, qui est important vraiment de réaliser que chaque personne est importante. Je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps, il me reste environ 2 minutes. Donc, le temps file. Il y a une comparaison qui est faite en fait entre la nourriture et l'ego. Donc, une personne, dans le fond, qui mange 3 fois par jour, elle pense beaucoup moins à son estomac qu'une personne, dans le fond, qui est privée de nourriture, par exemple, pendant 1 ou 2 jours. Elle va penser un peu plus là, justement à son estomac, elle va être plus centrée sur elle-même. Donc, ça sert à rien, en fait, d'aller voir cette personne-là puis de lui dire arrête de penser à ton estomac, là, tu penses trop à ton estomac. Donc, c'est la même chose avec l'ego. Si la personne, dans le fond, elle s'est pas sentie importante, elle n'a pas le sentiment d'approbation, elle n'a pas l'esprit qui est nourri, dans le fond, avec le respect. Ça sert à rien d'aller la voir puis lui dire arrête de penser trop à toi. Faudrait que tu penses un peu aux autres. Ça, c'est comme dans le fond, chacun doit nourrir son ego d'abord avant de pouvoir s'occuper, porter son attention ailleurs, s'occuper des autres. Donc ça, c'est très important. On a tendance à croire qu'une personne égoïste ou une personne qui va un peu, c'est ça, qui va avoir tendance à rabaisser les autres, s'accorde beaucoup d'importance puis elle se surestime, mais en réalité, en fait, c'est une personne qui souffre d'une faible estime de soi. Donc, l'auteur, il mentionne que la solution, vraiment, c'est de rétablir cette estime-là. Donc, pour finir, en fait, c'est vraiment avoir en tête qu'une faible estime de soi signifie une friction et des problèmes. Donc, il faut éviter de rabaisser ces personnes-là. Il ne faut pas faire des remarques désobligeantes. Il ne faut pas l'humilier. Puis, dans le fond, des petits trucs, en fait, avant de vous dire le secret fondamental, c'est vraiment d'aider la personne à s'aimer. Donc, lui donner des compliments mérités, voir le bon côté, le côté positif chez elle, puis trouver des points pour la féliciter. Donc, sans plus tarder, je vous dis, c'est quoi le secret fondamental, en fait, pour influencer les gens? C'est vraiment donner à l'autre une raison personnelle pour qu'il vous aide. Donc, vous avez une demande pour quelqu'un, allez chercher vraiment, non à lui dire c'est quoi votre besoin à vous, mais à aller remonter son ego à lui, aller lui amplifier sa personne en lui faisant, par exemple, un compliment. Je pense que vous êtes la personne la plus qualifiée. C'est pour ça que je viens vous voir, parce que je sais que vous avez la clé pour résoudre mon problème. Donc, voici mon problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, c'est de cette façon-là, dans le fond, que on implique les gens dans nos projets, puis on les met à contribution. Donc, ça conclut pour le chapitre 2. Merci beaucoup tout le monde. Puis, je passe la parole au prochain panéliste. Merci Sam, merci beaucoup. Donc, je sais que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour lire ton livre, mais tu l'as fait quand même et je te félicite pour ça. Et oui, et ça me fait toujours quelque chose là quand tu sais, ce rapport-là qui dit que 85% là, de ton succès finalement dans ta carrière et tout ça, ou en entreprise, c'est pas tellement les compétences techniques, c'est vraiment tes habiletés en relations humaines ou tes aptitudes en relations humaines. C'est ça qui va te donner cette promotion-là tant convoité. Donc, vraiment, c'est bon de déguiser nos connaissances en relations humaines. Et moi, une des choses qui m'a frappée là, dans le chapitre 1, là, c'est dans le résumé, quand il dit ce que nous qualifions de troubles de la personnalité, comme la timidité, la gêne et l'embarras, est essentiellement des difficultés à entrer en relation avec autrui. Donc,
ça me fait quelque chose, hein, moi, en tant que timide ou ancienne timide. Je le suis encore, mais j'ai justement amélioré mes aptitudes en relations humaines et tout. Mais c'était vraiment une difficulté à entrer en relation avec les gens. Et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissante là de lire tous ces livres-là, à force de lire et puis à force d'écouter des audios de positivité et puis d'être en communication, hein, en association avec des gens comme toi, Sam, avec les gens qui aiment lire, etc., ça te transforme en tant que personne et tu développes cette confiance en toi et tu apprends des choses, des façons d'entrer en relation avec autrui. Et puis ça, c'est vraiment un des Juliana, gros atouts de la lecture. Oui. j'imagine aussi que tu te sens plus épanoui, justement, vu que tu as développé cette confiance-là, Et bien entrer en contact et tout sûr, ça. Puis, tu vois, tu sais, c'est un peu ton succès, ton bonheur est amplifié grâce à ça. tout à fait, tout à fait. Juste de savoir. Tu sais, avant j'avais peur d'approcher un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne vais surtout jamais aller engager la conversation avec quelqu'un que je ne connais pas. Mais maintenant, j'aime ça. Maintenant, j'aime parce que je sais comment, tu sais, je sais faire parler les gens. Je m'intéresse aux gens et un des secrets, c'est tout simplement de s'intéresser à la personne et de la faire parler. Tout le monde adore faire parler de sa personne. Donc, bref, on va clore le chapitre 1 et 2. Merci beaucoup, Sam. Vraiment, c'est toujours très apprécié. Et puis, Merci. on va passer à notre deuxième panéliste, hein, qui est nul autre que Bertrand Ndefo. Donc, Bertrand Ndefo, bienvenue encore. Je suis très heureuse, hein, le Book Club est très heureuse de souhaiter la bienvenue. Je sais que tu es quelqu'un de très sollicité, donc merci pour ton temps. Bertrand, toi, tu es un coach, un master coach, un conférencier, et puis tu es le fondateur de Education Consulting, comme on le voit en arrière sur ton background. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller regarder ta page Facebook et puis à regarder ton site web pour voir tous les services que tu offres là. Mais j'ai très hâte d'écouter ce que tu as retiré des chapitres 3 et 4. Le chapitre 3 étant comment profiter de vos talents cachés et le chapitre 4, comment vous pouvez contrôler les actions et les attitudes des gens. Alors, Bertrand, la parole est à toi. Merci beaucoup, Juliana, pour le mot de bienvenue et merci pour l'accueil dans ce beau Books Club. Je devrais dire que s'il n'existait pas, il aurait fallu le créer. Vous faites un excellent travail. Merci. Je voudrais aussi continuer, avant de continuer, je voudrais remercier Stevia qui est peut-être connectée. Stevia, grâce à qui, Stevia Janice, grâce à qui j'ai eu connaissance de l'existence de ce beau groupe. Et je peux déjà te dire et dire aux autres que avec votre permission, votre contribution, ce ne sera pas mon dernier passage. Je suis un fou, mais alors un fou complet de la lecture de beaux livres, comme Wow. celui, oui, comme celui que j'ai eu le plaisir de lire, qui me fait penser à d'autres lectures déjà, par exemple à l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, et à d'autres encore, comment s'entourer des gens extraordinaires, hein? Lillian Glass, traduit de l'anglais, traduit de l'américain, comment s'entourer des gens extraordinaires. Il y a un autre livre aussi que je vous suggère de lire si vous avez du temps. Il est de Wayne Dyer. J'ignore, il a probablement été traduit, mais je l'ai lu en anglais. The Power of Intention, le pouvoir de l'intention, qui a un lien ici très étroit avec les idées du chapitre 2 de ce livre, dont le Wayne Dyer, The Power of Intention, de super beau livre, ou encore Daniel Goleman, que j'aime passionnément, qui a de super beaux livres, Cultiver l'intelligence relationnelle. Daniel Goleman, Cultiver l'intelligence relationnelle ou l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, dans l'intelligence émotionnelle, comme Sam l'a dit tout à l'heure dans son brillant compte rendu, et merci beaucoup Sam, des chapitres 1 et 2, les recherches aussi données par Daniel Goleman affirment que notre réussite dans la vie dépend à plus de 80% là, de ce qu'on appelle communément l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire à la fois notre personnalité, notre capacité à développer des relations harmonieuses, des relations gagnantes pour nous et gagnantes pour les autres. Donc, dans ce chapitre 3, qui parle de nos talents cachés, de nos actifs cachés, l'auteur laisse Gibelin met l'accent sur l'importance que nous devons accorder aux autres, plutôt qu'à soi-même seulement,
l'importance de la courtoisie, notre attitude, hein, la qualité de notre attitude. D'ailleurs, il y a une formule en anglais, là, je vais la traduire, qui dit que notre altitude dépend de notre attitude. Plus haut nous voulons aller, mieux devrait être, n'est-ce pas, notre attitude. Et puis, bon, il faut accorder de l'attention aux autres, nous devons faire attention, Sam l'a dit, ça rejoint cet élément du chapitre 3. Nous devons faire attention à ne pas rabaisser les autres. C'est extrêmement, extrêmement important. Combien de fois, n'est-ce pas, nous avons assisté à des scènes où une personne couvrait l'autre d'injures, couvrait l'autre de moqueries, parfois déguisées en compliments, etc. Donc, il est si important de faire preuve de respect envers soi-même et envers les autres. Je voulais vous parler de deux anecdotes de faits vécus. Le premier remonte à mes tout débuts là, à l'Université Laval. J'ai passé 2 années merveilleuses à Québec. Voilà pourquoi j'y retourne de temps en temps. Dis bonjour à Stevia, qui est une grande amie, et à d'autres personnes qui me sont très proches à Québec. Alors, mes débuts à l'Université Laval, très beau séjour là, de 2 ans à l'Université Laval, où, comme étudiant, j'avais obtenu donc, voilà, un emploi de quelques semaines, vous savez, à la rentrée, là, comment ça s'appelle encore? J'oublie, il y a un mot exact qu'on utilise, mais enfin, on va dire à la librairie de l'Université Laval, mais il y a un autre mot pour ça, là. On vend des livres aux étudiants et puis il y a du monde, parce que c'est la rentrée, évidemment. Des filets. Je faisais partie là des vendeurs, des vendeuses, chacun devant sa caisse, debout, et puis beaucoup de pression. Et j'ignore, là, il y a un vide complet dans mon cerveau. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça a commencé, ce que ma camarade, ma collègue m'avait avancé comme parole, mais ce que j'ai retenu, ce que mon cerveau a retenu jusqu'à présent, c'est que j'ai perdu un petit peu le contrôle de ma personne. Je m'étais emporté contre elle comme ça, devant tout le public, là, devant tout le monde. Et vous imaginez bien que ça n'a pas été du goût des superviseurs qui me l'ont fait savoir poliment après. Mais le mal avait déjà été fait, hein. Voilà, j'avais manqué de maîtrise, j'avais peut-être rabaissé l'autre un petit peu sans le vouloir, comme ça, par mon attitude. Bon, la conséquence, c'est quoi? C'est que je n'ai pas été rappelé par la suite, tout simplement. Alors, cette camarade, cet ami-là, s'est excusé, mais le mal avait été fait. J'avais peut-être, entre guillemets, raison de m'être emporté, peut-être, et là encore, c'est discutable. Je ne voudrais surtout pas justifier mon attitude, là, mais en tout cas, ce n'était pas la bonne attitude à avoir. Donc, je mentionne souvent ça dans certaines de mes conférences liées à l'intelligence émotionnelle pour montrer à quel point c'est important de garder le contrôle de sa personne, de faire très attention à son attitude, à ses propos. Et puis, un deuxième exemple qui est arrivé il y a quelques jours seulement, j'ai 3 enfants. Et avec ma première fille, j'ai 2 filles, et le dernier, c'est le garçon, où elle travaillait sur un projet, voilà, elle a terminé le projet, il fallait que je jette un coup d'œil, que je lui donne ma rétroaction, etc., avant que 2-3 jours plus tard, qu'elle rende le projet à son enseignante. Et bon, moi, je regarde, je lis. Je commence par lui dire ce qu'elle devrait améliorer. Je lui dis, OK, tu sais, chérie, là, il y a telle petite erreur, c'est bien formulé, mais tu pourrais dire ça de telle façon, ici, comme ci, ici. Elle me laisse, au bout de 2-3 petites affaires à améliorer, elle m'interrompt, elle dit, papa, tu es toujours comme ça, tu n'apprécies pas mon travail. Je dis, mais attends, chérie, j'ai à peine commencé de parler, tu ne sais même pas ce que je vais te dire par la suite. Laisse-moi parler. Alors, après, donc, je continue, après les points, entre guillemets, négatifs, je lui dis, OK, ton travail est bien fait, voici les points positifs.
Et là, son attitude change vis-à-vis de moi. Elle me dit, ben voilà ce que j'attendais de toi. Il fallait me dire ça depuis. Je dis, OK. Donc, Le grand j'aurais dû sourire est peut-être arrivé. commencer par le positif plutôt que par, voilà, que par les petites affaires. Voilà. En tout cas, nous sommes tous comme ça. On veut, on aime être apprécié. On veut que les autres s'intéressent à nous, que les autres valorisent notre temps, valorisent nos efforts. Et dans mes accompagnements, ça fait bientôt 6 ans maintenant que je suis consultant et ainsi de suite. Et dans mes accompagnements, que ce soit avec les individus ou en entreprise, dans le domaine éducatif notamment, j'ai un profil en communication, mais aussi en éducation. Je travaille beaucoup, beaucoup avec les parents, pas seulement, mais beaucoup avec les parents et avec le monde de l'éducation. Ça revient très souvent. Beaucoup ont l'impression, à tort ou à raison, de ne pas être appréciés à leur juste valeur, de ne pas recevoir d'encouragement, de ne pas recevoir de compliments, de ne pas être consultés. Hein. On ne demande pas leurs opinions, etc., etc. On prend les décisions un peu là, sans tenir compte de leur réalité. En d'autres mots, on les ignore. Hein. C'est ça un peu le fond de l'affaire. Donc, voilà. Voilà pour le chapitre 1. J'ai touché un petit peu au chapitre 2. Alors, je vais terminer rapidement avec le chapitre 2 qui parle des actions que nous pouvons poser de notre attitude pour contrôler les autres. J'ai encore peut-être 2 ou 3 minutes, j'espère, là, Juliana. 2 ou 3 minutes, merci, je vais faire ça vite. C'est bon. Ah, j'aime beaucoup le concept du chapitre 2 parce qu'il m'a fait penser au livre de Wayne Dyer, The Power of Intention, le pouvoir de l'intention. Donc, ici, l'auteur Les Gibelin parle en fait, de l'effet miroir. Le regard que nous avons, que nous posons sur les autres va se refléter dans le regard que les autres poseront sur nous. La confiance que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, hein, confiance en soi, va déteindre sur la qualité de notre approche envers les autres et finalement va déterminer la qualité des relations que nous aurons avec les autres. Est-ce que jusqu'à quel point nous serons capables d'interagir avec les autres, jusqu'à quel point nous serons capables de créer cette alchimie, de créer ces liens-là que nous souhaitons peut-être intérieurement, mais peut-être que nous n'avons pas pris la bonne approche. Peut-être que nous sommes arrivés avec des préjugés vis-à-vis des autres. Peut-être que nous nous sommes dit que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que nous nous sommes dit que pour telle ou telle raison, parce que nous sommes différents, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on vient d'arriver dans cette entreprise-là, on ne nous prendra pas au sérieux, on sera mis de côté. Et ces pensées-là négatives que nous nourrissons, ces pensées malheureusement, vont constituer un frein au développement de nos relations donc, avec les autres. L'auteur mentionne aussi l'importance de croire en soi, je l'ai dit, mais aussi du ton de la voix quand on parle. La poignée de main, une poignée de main ferme, pas trop ferme, une poignée de main chaleureuse. Il mentionne, il souligne aussi l'importance de l'enthousiasme dans notre attitude. Hein. Pour être capable de convaincre les autres, il faut qu'on soit convaincus nous-mêmes. Ceux qui sont dans la vente le savent très bien, les professionnels de la vente, là. Les grands vendeurs, les grandes vendeuses, en tout cas, le savent bien. Il faut aller vers les prospects avec grand enthousiasme, n'est-ce pas? Ou les enseignants, là, comme je vous ai dit. J'ai un profil en éducation. Quand vous commencez votre semestre, par exemple, si vous n'êtes pas motivé par votre cours, si vous ne dites pas à vos jeunes ou à vos adultes, waouh, ce cours, vous allez voir, vous allez adorer, ça va changer votre vie et tout. Si vous venez là timidement, oh, je ne sais pas, peut-être que ça va vous intéresser. Alors, ce doute-là, les autres vont le capter. Vous pouvez être sûr que la majorité ne croira peut-être pas vos mots, mais croira votre attitude, lira à travers vos expressions faciales, à travers votre expression corporelle. Alors, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Je vais m'arrêter là. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ces 2 chapitres, à lire ce livre. Et merci une fois de plus, Julia, pour l'invitation.
Oh, bravo, bravo. Et moi, je t'aurais encore écouté parler toute l'après-midi. On voit que tu aimes ça et c'est super le fun. Merci pour les suggestions d'autres livres. Là, si tu peux peut-être m'envoyer ça sur le groupe, comme ça, je partagerai ça peut-être sur la page Facebook pour ceux que ça intéresse des compléments de lecture. Donc, merci beaucoup. C'était super intéressant. Et j'aime l'exemple avec ta fille. Parce que ça, c'est tellement typique des enfants, c'est incroyable. Moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Quand on lui a demandé de faire la vaisselle, là, et puis bien sûr, c'est pas encore parfait, il a 10 ans, notre garçon. Et puis, là, la tendance primaire de l'être humain, c'est toujours donner la critique d'abord, ce qu'il a fait de mal, alors qu'il vient de passer peut-être 30 minutes à essayer de faire la vaisselle à sa façon. Et puis là, je dis, maman, regarde comment tu es négative, j'ai fait des efforts. Alors là, tu sais, tu es obligé de prendre une pause et puis de se dire, excuse-moi, mon chéri, je sais que tu as fait des efforts, j'apprécie ton temps, voilà, voilà. Donc, si on peut, là, c'est vraiment toujours de commencer d'abord par le compliment, les efforts, toujours, déjà le cœur est déjà apaisé. Après ça, on vient avec les critiques ou les choses à améliorer, les critiques constructives pour la prochaine fois. Donc, merci beaucoup, Bertrand, et j'ai hâte de te voir la prochaine fois, là, d'accord? C'est bon, merci Julien. Déjà, j'aime le titre, Les grandes leçons de la vie, là, j'aime le titre. En effet, en effet. Donc, moi aussi, j'ai hâte. Je ne l'ai même pas encore lu non plus, donc j'ai hâte de le lire. Alors, au plaisir de te voir la prochaine fois, Bertrand. Merci Julien. Voilà. Donc, on va y aller avec notre prochaine panéliste, hein, Dania. Alors, Dania, est-ce qu'elle est là? Dania, oui, Dania est là. Super. Donc, bonjour, Dania. Dania, oui, Dania de Je tiens tout d'abord à faire un témoignage. Je tiens tout d'abord à faire un témoignage de 30 secondes. Dans ma famille, je suis celui qui est très, très critique de tout ce que font les gens. Parfois, mes commentaires sont méchants à l'égard de mes enfants, surtout parce qu'ils ne sont pas comme moi. Alors, parfois, ça me fait mal de savoir justement là que je traite mes enfants aussi dur que je me traite moi-même. Mais je sais que j'ai de bonnes intentions, mais les bonnes intentions n'ont jamais vraiment réglé les problèmes du monde. Ce sont les actions et les bonnes actions, justement, là, qui mettent un terme aux souffrances des gens qui sont aux prises à des individus un peu comme moi. Je réfléchis chaque jour à ce que je fais. Je ne veux pas non plus justifier ce que je fais en disant que quand j'étais enfant, c'était comme ceci, c'était comme cela, etc. C'est parce que j'ai des standards d'excellence qui m'ont été appris par ma mère et parce que j'ai appris que ces standards-là étaient des standards absolument élevés, j'ai voulu tout simplement les appliquer à ma propre personne. Je les ai appliqués dans le sport, je les ai appliqués à l'école, je les ai appliqués en société, je les ai appliqués à l'église, au travail. Et ça m'a toujours bien, ça a toujours bien marché pour moi parce que j'ai tout. Allô? En passant, c'est Claudel, hein, mon mari, le tech, il est le tech. Allô? Allô? Tu es là, Claudel? Ah, bon. Quand il reviendra, il pourra continuer hein, sa petite intervention. Donc, Dania, alors oui, alors Dania, c'est ma jumelle du rire, hein? N'est-ce pas, Dania? On a notre petit rire particulier qu'on assume à 100%. Alors, Dania, c'est une entrepreneure, je l'appelle entrepreneur en série. Elle a beaucoup de projets et je le souhaite d'ailleurs beaucoup de succès dans ses projets. Donc, Dania qui en est à sa deuxième participation. Alors, Dania, merci de partager avec nous les pépites que tu as extraites des chapitre 5. Attends, chapitre 5 qui est intitulé Comment créer une première impression favorable et le chapitre 6 Comment utiliser 3 grands secrets pour attirer les gens. Alors, Dania, la parole est à toi. Merci, Juliana. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dania Desrivaux. Je fais partie de la communauté Life en tant que membre et aussi en tant que client. En fait, comme Juliana l'avait présenté au début, c'est un book club qu'on organise autour du livre « Développer la confiance et la puissance avec les gens ».
le concept de life leadership, c'est amener les gens à se développer. Il y a beaucoup de développement personnel, à se développer eux-mêmes, à améliorer leurs relations avec les autres. Et puis aussi, c'est un très beau concept que je suis en train d'explorer, que je suis en train d'étudier aussi. Donc, c'est juste une introduction pour dire que nous, que je représente en fait la vision de Life. Donc, en fait, quand on développe notre confiance et notre puissance avec les autres, ça permet d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, d'avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine. Et on est tout le temps en constante relation avec les autres, que ce soit au travail, à l'épicerie, à l'autobus, partout. On est en constant avec la famille, avec tout le monde. Mais il y a toujours que, comme j'aime souvent dire, qui dit relation humaine, dit conflit. Et toutes sortes de conflits. Des fois, c'est des conflits intérieurs, des conflits interpersonnels, interprofessionnels. Donc, mais quand on s'arrête et on se pose des questions autour de ce sujet-là, donc on s'améliore au jour le jour, on s'améliore à chaque instant. Donc, les 2 chapitres que je vais vous parler posent la question de répondre une façon de développer sa confiance avec les autres, que ce soit avec sa famille, ses amis, les clients, parce que nous, quand même, on représente une marque, on est appelé à avoir des clients. En fait, une des façons de développer sa confiance, c'est de créer une première impression favorable. Donc, qu'est-ce que l'auteur entend par créer une première impression favorable? Ça va être en rapport que la première fois que vous rencontrez quelqu'un ou la personne avec qui vous vivez, que ce soit votre conjoint, l'atmosphère est importante. C'est quoi l'atmosphère que vous allez créer comme, mettons que vous voulez aborder un sujet, une discussion avec cette personne-là. Donc, il y a des questions à se poser avant toute forme de discussion. Comme, c'est quoi que je recherche dans cette discussion que j'ai avec la personne? Comment qu'est-ce que j'aimerais que cette discussion se déroule? Quelle atmosphère que je dois créer? Donc, toutes ces questions-là, vous devez vous les poser d'abord. Est-ce que vous voulez créer une atmosphère positive ou une atmosphère négative? Il y a des questions qu'on peut se poser qui va créer, par exemple, qui va totalement créer une atmosphère négative, comme vous pouvez dire quelle affreuse chaleur aujourd'hui. Ça a l'air d'une question comme positive, mais au fond, qui pourrait avoir une connotation négative avec le choix du mot affreux. Par exemple, quelle affreuse chaleur aujourd'hui. Donc, tout ça crée des situations négatives qui va comme nuire à la relation. Une autre façon aussi que l'auteur parlait de créer une première impression, c'est comment vous valorisez la personne qui est devant vous. Donc, il faut comme l'accepter, passer par l'acceptation sans jugement. Donc, écouter la personne et valoriser ce que la personne vous a dit aussi. Des fois, même un mot que vous rappelez, par exemple, dans le discours de la personne, la personne va dire « Oh, je lui ai dit telle chose. » Par exemple, mettons, vous êtes en scène avec une cliente ou vous êtes en scène avec un collègue de travail ou vous êtes dans une réunion, vous participez à quelque chose et la personne vous raconte une aventure avec ses enfants ou avec sa famille. Mais le fait que par la suite, comme quoi vous dites comment allez-vous, comment vous vous sentez aujourd'hui, mais vous vous rappelez d'un seul mot que la personne vous avait dit, ça va faire toute une différence dans la vie de cette personne. Des fois, vous vous rendez pas compte, mais la personne va dire « Oh, elle était vraiment attentionnée avec ce que j'étais en train de lui expliquer. » Donc, il faut toujours essayer, comme dit l'auteur, d'avoir une impression. Moi, l'auteur dit une impression favorable, mais moi, je dirais une impression positive. Toujours avoir une impression positive parce que dans la vie, là, on a tellement des choses négatives qui nous entourent. Le fait de ne pas trop s'attarder sur les choses négatives, de plus
allier les choses positives, déjà le climat ou l'atmosphère va être déjà amoindri et tout le monde va se sentir bien. L'autre chapitre parlait aussi de, c'est ça, l'acceptation et l'approbation. L'approbation, il faut approuver les gens. Des fois, l'auteur disait comme approuver la personne, ça peut être comme je disais positivement ou négativement, mais il faut le faire vraiment, la personne ressent que sincèrement, que vous le faites que d'une manière très sincère, que la personne ne sent pas comme vous le faites juste pour flatter cette personne, mais la personne ressent que vous le faites d'une manière très sincère. Donc, comme ça, les gens vont être tout le temps se sentir bien en votre présence, en votre compagnie, et la personne va être beaucoup plus réceptive aussi à ce que vous allez lui proposer ou promouvoir aux produits que vous allez lui présenter, ou aussi aux références que la personne va vous donner. Je sais aussi qu'on est en direct, qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement des entrepreneurs, mais comme je le dis souvent, on est tous appelés dans notre vie quotidienne, par exemple avec une personne qu'on rencontre au coin de la rue, qu'on rencontre à l'épicerie. Donc, on peut amener toujours faire une différence. Et je veux terminer cette partie à tous ceux qui aimeraient comme en connaître plus sur cette communauté-là, de ce qu'on fait après le webinaire ou après ce direct. Vous pouvez contacter la personne qui l'a organisé ou quelque chose, un membre quelqu'un qui fait partie de cette communauté-là, si vous voulez en apprendre davantage là-dessus. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres panélistes qui vont continuer avec ce même sujet. Mais moi, c'est tout ce que je pourrais dire sur ces 2 chapitres-là. Mais si vous voulez aussi vous procurer le livre, n'hésitez pas, comme les informations vont suivre après. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Très apprécié. Donc, oui, en effet, donc là, tu as ouvert une petite parenthèse sur la communauté Life. Donc, je voulais juste préciser peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Donc, oui, on suit une formation en leadership avec la plateforme Life. Hein, ça s'appelle Life Leadership. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, faites signe à Dania ou à moi, ceux qui en font partie. C'est très intéressant, en fait. Moi, c'est grâce à cette communauté que je suis passée de la personne timide à une grande femme d'affaires que je suis maintenant et entrepreneur. Donc, c'est quelque chose à découvrir pour ceux qui en veulent un peu plus dans la vie et qui veulent libérer leur potentiel. Voilà. Alors, merci, Dania. Et oui, une des choses que j'ai beaucoup aimé, que j'ai retenu de ce livre, c'est justement dans le chapitre 6, là, les 3 A. Je ne sais pas si tu l'as... comment il parle des 3 A, acceptation, approbation et appréciation. Donc, c'est quelque chose qui vaut la peine d'aller être relu dans le livre. Là, nous, c'est sûr qu'on vous indique ce que nous, on a trouvé, ce qui nous a frappé dans le livre, mais on encourage tout le monde à aller acheter une copie du livre et puis aller lire par vous-même et prendre le temps de comprendre vraiment les 3 A, là, acceptation, approbation et appréciation. C'est une des clés en relations humaines. Donc, Dania, tu as été excellente. Merci beaucoup. J'ai hâte de te voir la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Et puis, on va passer à notre prochain panéliste, hein, qui est nul autre que Nick Vincent. Nick, est-ce que tu es là? Ah oui, Nick est là. Oui, je suis là. Super. Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Donc, tu es là. Un petit peu. C'est ça, je suis bien contente que tu sois là. Donc, Nick est un habitué du Book Club. Je suis toujours super contente quand il est là. Donc, Nick, c'est un expert en IT, hein, technologie de l'information, en multimédia. C'est aussi un pasteur charismatique à son église. Et puis, vraiment, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un leader un leader serviteur par excellence, que ce soit dans sa famille ou dans son église. Mais surtout, je sais que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il a une parole fiable. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, Nick, à toi la parole. Je vais juste mentionner que toi, c'est le chapitre 7 que tu vas faire. Et oui, chapitre 7, c'est comment mettre à l'aise quelqu'un instantanément. Et chapitre 8, comment devenir habile avec les mots. À toi la parole, Nick. Oui. Donc, merci encore, Juliana, pour la belle introduction. Donc, c'est toujours flatteur d'entendre ce que tu as à dire sur chacun des panélistes. Hein. Et bonjour à tous, que ce soit panélistes, participants. Donc,
Désolé encore parce que je suis arrivé en retard, j'étais pressé par le temps. Il n'y a pas de problème, tu Donc, es là, c'est important. OK, parfait. Donc, c'est ça, le livre est très intéressant, mais comme j'ai entendu un peu notre frère Bertrand parler, Daniel aussi, on voit que ça gravite vraiment autour de l'importance de donner, euh, d'avoir l'intérêt pour l'autre personne. Donc, le chapitre 7 qui est comment mettre à l'aise quelqu'un. Ça aussi, bon, premièrement, il commence par le mindset qu'il faut avoir, l'attitude qu'il faut avoir, puis il donne un exemple. L'auteur donne un exemple d'un psychologue qui avait beaucoup de facilité avec les filles, beaucoup de facilité partout où il allait, ainsi de suite. Puis il essaie d'observer sa vie pour voir, mais c'était quoi le truc, c'était quoi la clé de son succès, ainsi de suite. Puis, pour prendre conscience que pour son ami, il croyait déjà que les gens allaient l'accepter pour qui il est. Les gens allaient vraiment l'approuver ou aimer sa présence, son amitié, et ainsi de suite. Puis, il voyait que ça faisait la différence parce que lui, quand il approchait une fille, il était toujours dans le doute, la peur, et il disait, ah non, mais qu'est-ce qui arrive si je dis quelque chose de croche, ainsi de suite, là. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends ce principe. Puis c'est vrai que ça peut avoir une répercussion, là. Dans l'autre chapitre, aussi, on voit une des erreurs à éviter. Donc, c'est quoi? C'est comme l'anticipation? Oui, c'est juste de prendre conscience que l'autre personne va nous aimer. Parce que si on va avec la pensée que, oh non, ils vont me rejeter ou sûrement ils vont me trouver plate ou ainsi de suite, ils ne vont pas aimer les conversations que je vais avoir. Donc, déjà là, il y a un blocage, là. Donc, lui, il disait donc, déjà d'avoir l'anticipation d'être aimé, d'être accepté et d'avoir ce mindset-là quand on entame une conversation, là. Donc, déjà là, on est plus à l'aise pour parler de la personne parce qu'on sait déjà que la personne va bien recevoir nos paroles, là. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, là, d'avoir cette confiance que non, cette relation ou la conversation euh, que je vais entamer, c'est pour le bien de la personne et je vais la faire du bien. Elle va apprécier ce que je vais la dire, ce que je vais l'apporter, la valeur que je vais l'apporter, ainsi de suite, là. Donc, moi, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien. Donc, ça mettait déjà la personne à l'aise dans l'entretien qu'elle allait avoir, là. Donc, c'est juste avoir cette autre mentalité, là. Donc, moi, je trouvais ça bien. Plus dans le même chapitre, il parlait aussi de l'importance de sourire, là. Il a parlé quelques paragraphes sur ça. Donc, de pas l'esprit avec lequel on aborde quelqu'un va déterminer si la personne va nous, bon, aimer notre présence ou éviter notre présence, hein. Donc, de juste le fait de sourire à la personne, le fait d'avoir un esprit joyeux, ainsi de suite, déjà pouvait changer la manière que la personne nous percevait, là. Donc, je trouvais ça aussi intéressant. Il parlait aussi de pas trop insister aussi sur de vouloir être aimé ou approuvé. Pourquoi? Parce que ça pourrait lever des soupçons, là, dire, OK, mais pourquoi elle veut autant être mon amie ou pourquoi elle est gentille à ce point-là? Peut-être il y a des intérêts cachés, là. Donc, ça, c'est un bon conseil avec les gars et les filles, là, si vous n'êtes pas encore mariés. Si vous êtes peut-être trop gentil, trop insistant, il peut y avoir anguille sous roche ou vous pouvez lever un soupçon. Donc, d'être naturel, authentique. Donc, il parlait souvent de l'authenticité. Donc, de vraiment être là pour pouvoir tisser une relation. Et ça m'amène à l'autre chapitre aussi, qui, juste le titre que j'ai oublié, mais c'est d'avoir les bons mots. Juste, comment devenir habile avec les mots. Donc, ça aussi, je trouvais ça très intéressant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a surtout dans les premiers chapitres, il en parlait là, de l'homme est foncièrement égoïste, donc il pense à lui d'abord, what's in it for me. Donc, de vraiment s'approcher de la personne en voulant s'intéresser à la personne. Donc, il dit, ça, automatiquement, ça ouvre la porte à une conversation, ça ouvre la porte à
l'amitié. Pourquoi? Parce que la personne voit que tu n'es pas là pour soutirer quelque chose d'elle ou pour te faire valoir, dis moi je suis ci, moi je suis ça, mais tu es là pour pouvoir apprendre à connaître la personne. Et ça, c'est vraiment, bon, si je peux dire comme ça, une méthode, une technique, une approche que j'employais inconsciemment, puis qui est vraiment utile. Pourquoi? Parce qu'en tant que ministre-serviteur, euh, on a souvent des personnes qui viennent d'arriver, ainsi de suite, ou peu importe. Donc, on doit apprendre à les connaître là, en tant que serviteur pour savoir, OK, comment on peut mieux répondre à leurs besoins. Donc, moi, le défi que je me donnais, c'est, OK, chaque nouvelle personne qu'il y a ou une nouvelle famille qui se joint à l'Assemblée, d'apprendre à connaître le nom de chaque personne, que ce soit les adultes ou les enfants. Puis des fois, bon, c'est sûr, ma mémoire n'est pas la plus grande mémoire. Donc, je dis, ah, rappelle-moi ton nom encore. OK, attends. Donc, comme ça, quand on aborde la personne, on l'appelle par son nom. Et déjà, ça fait une différence, là, de voir, OK, wow, il se rappelle de mon nom. De savoir, OK, avec tous ces gens-là, il aurait pu juste dire mon frère, ma soeur ou je sais pas trop quoi, mais les gens aiment savoir quand tu les salues, oh, salut Juliana, comment ça? Oh, wow! Ainsi de suite. Donc, au travail, on peut utiliser la même technique, même si c'est une grosse compagnie de plusieurs centaines de personnes, mais de savoir que, oh, comment ça fait? Il se rappelle de mon nom, on s'est vu une fois seulement. Donc, de s'intéresser à la personne, puis, OK, comment tu as passé la fin de semaine? Est-ce que tu as des frères, toi? Ainsi de suite. Donc, il nous enseigne vraiment de prendre le temps de poser des questions aux gens, de s'intéresser aux gens. Quand la personne nous parle d'elle, d'approfondir un peu l'information, de dire, OK, oui, moi, je viens de l'Afrique. OK, quelle région de l'Afrique? Ah oui, OK, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de continuer comme ça. Et il dit, à coup sûr, c'est sûr que la personne va être intéressée à notre présence parce qu'elle voit que on s'intéresse à elle. Donc, il donnait un exemple de quelqu'un qui voulait aller sur un kiosque, ils étaient en groupe, ils voulaient voir les bateaux et le policier ou le gardien ne voulait pas les laisser rentrer. Après, il y a une fille qui a un petit peu plus de facilité dans les conversations qui a été. Et tout à coup, il voit la fille qui dit, OK, venez. Il nous a donné la permission d'aller sur le quai pour. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait de spécial? Il dit, ah, j'ai tout simplement parlé de son intérêt pour la pêche, ainsi de suite. Il dit, ah, ouais. Et puis, ils ont dit, ah, OK, nous aussi, on est là pour ça, puis on aime ça, les bateaux, ainsi de suite. Mais dommage, on ne peut pas voir de plus près, ça aurait été intéressant. Puis le policier, il les a laissés rentrer finalement quand il a vu qu'ils ont des intérêts communs, ainsi de suite. Donc, moi, je trouvais C'est payant ça les vraiment. connaissances en relations humaines. C'est vraiment payant, je vous dis là. Oui, 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 Ouais, ouais. effectivement. Donc, il y a vraiment des bons fruits à ça. Puis, il dit aussi de toujours attendre que la personne envoie le fil. Là. Si on prend l'image de tisser des relations, donc la personne doit nous envoyer un fil. Oui, on dit comment ça va, mais si la personne qui doit nous envoyer un fil pour dire oui, je vais bien, oui, voici qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce que j'aime, et ainsi de suite. Puis plus qu'elle nous envoie des fils, plus que nous, on tisse le fil, genre, on pose d'autres questions pour pouvoir tisser la relation, approfondir la relation. Donc, des fois, on s'impose encore une fois, mais il dit que c'est pas une bonne chose de prendre le temps de laisser la relation se faire naturellement, là. Toujours en s'intéressant à la personne, premièrement. Donc, moi, je trouvais ça intéressant, puis c'est quelque chose que je vais appliquer plus, comment on pourrait dire, consciemment ou avec, ouais, consciemment, parce que je trouve ça Intentionnellement. intéressant. Pardon? Intentionnellement. Intentionnellement. Voilà le mot que je cherchais. Intentionnellement. Donc, vraiment, et c'est un principe qui est bon en affaires, c'est bon, un principe qui est bon dans la famille, même avec les ados. Des fois, on dit qu'est-ce qu'on a à dire, voici, mais est-ce qu'on s'intéresse ou on prend le temps vraiment de s'intéresser à l'enfant ou à l'ado, ainsi de suite. Puis, je crois que c'est des fois la clé qu'il nous faut pour pouvoir débloquer certaines choses, laisser la personne se confier, ainsi de suite. Donc, je sais pas, cette semaine, je parlais à ma fille, puis on parlait de. Parce que des fois, quand elle vient me saluer, elle est sur son cellulaire, puis elle me salue là. Salut!
Je dis, OK, mais est-ce que tu es en train de me parler ou tu en parles à tes amis sous les convos là, du Il faut que tu choisisses, là, tu comprends? C'est soit tu salues ton papa, puis je suis pleinement concentré avec toi, ou toi, tu parles à l'autre. Là. Non, 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 ça ne te dérange pas, je t'écoute, ainsi de suite. Bon. Finalement, j'ai dit, mais tu as peut-être un problème de dépendance aussi. Là, on sait. Dis, parce que quand je te vois faire tes devoirs, c'est la même chose aussi. Il dit, non, c'est des pauses. Oui, mais tu prends des pauses à chaque 5 minutes. Ainsi. Donc, tout ça pour dire que je la posais des questions sans vouloir l'accuser, et ainsi de suite. Puis finalement, elle a dit, ouais, c'est vrai, j'ai mis une application sur mon téléphone pour limiter mon accès, ainsi de suite. Mais ça, j'aurais pas su ces choses. Et puis ça m'a touché, là, de voir, au fond, elle reconnaît qu'elle a besoin d'aide ou d'outils pour l'aider à mieux gérer cette partie. Mais si j'étais en mode accusation, ah, ben, tu fais mal, puis, là. Mais en posant des questions, en s'intéressant, en disant, OK, mais est-ce que tu prends conscience, ainsi de suite, puis parle-moi. Elle a pu se dévoiler, dire, ah oui, bon, c'est pour ça que je lis le livre, bon, comment ne pas procrastiner, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment intéressant comme conversation. J'ai pu apprendre qu'elle est consciente, elle est responsable, elle se prend en main, elle a des outils, même si c'est inspiré par des amis qui ont le même. Mais c'est intéressant. Tout ça parce que euh, je me suis intéressé à elle, puis j'ai voulu en connaître plus, puis voir qu'est-ce qu'elle pense de la chose aussi. Là. Donc, c'est ce que j'ai retenu, mais c'est vraiment intéressant comme principe parce que c'est bon pour développer nos relations, dans quelle que soit l'espace. Donc, c'est tout. Merci Nick, merci pour les exemples personnels. C'est intéressant les exemples concrets comme ça parce que ça nous met en contexte. Mais donc, merci beaucoup. Et une des choses, je crois, que j'ai beaucoup aimé de ce chapitre, moi, ou que j'ai appris, qui m'avait frappé, ça m'avait frappé quand j'avais lu le livre la première fois, c'est quand il dit que quand tu parles à quelqu'un, intéresse-toi vraiment à la personne et ne cherche pas à surenchérir. Parce que ça, c'est quelque chose ou même moi, je le faisais avant, c'est-à-dire la personne te parle de quelque chose qu'elle a fait, elle a envie de briller un peu, d'impressionner, et puis toi, tu viens rajouter là ce que toi, tu as fait de plus qu'elle, là, tu comprends un peu? Et là, ça vient un peu, mais on le fait tous, mais il faut se rendre compte de ça, ne vient pas surajouter. Apprenons à être impressionné par les réalisations des autres. Ça, c'est une des façons vraiment de valoriser les gens parce qu'on est vraiment, au fond, tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est comment valoriser l'autre personne, comment le faire se sentir important. Et une des choses, comme tu l'as tellement bien expliqué, c'est l'écouter, le laisser parler, ne pas être pressé de répondre. Et moi, bien sûr, hein, surtout avec mon conjoint, là, des fois, on est en mode défensif, on veut répondre vite, etc. Mais non, c'est important de laisser l'autre personne pouvoir parler jusqu'au bout sans être pressé de répondre ou bien de surenchérir ou d'en rajouter. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai apprécié ce que tu as dit, Nick. Et puis, et effectivement, avec nos enfants, guilty, très souvent aussi, c'est on veut tout de suite aller donner des conseils, tout de suite là, hey, faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ci, fais ça. Non, d'abord, il faut juste écouter comme tu l'as tellement bien fait. Écouter d'abord, tout simplement écouter. Quand la personne se sent écoutée, sans être jugée, sans être corrigée tout de suite, sans recevoir tout de suite les conseils parentaux, on va peut-être en apprendre des choses. Il voudra peut-être nous raconter des choses qu'on ne nous raconte jamais. Avez-vous remarqué comment les ados, ils vont parler des heures avec nos amis, mais on leur pose une question sur leur journée, ils vont nous répondre pendant une seconde et puis ils sont partis. Non, mais c'est fou là. Pourquoi est-ce que nos adolescents ne nous parlent pas? C'est parce qu'ils parlent aux amis, parce que les amis ne jugent pas. Les amis écoutent. Et nous, c'est ce qu'on veut apprendre à faire aussi. Et puis, bien sûr, il y aura toujours des moments où on doit donner des conseils à nos enfants, mais c'est ça, il faut trouver le bon moment pour le faire et puis ne pas être trop pressé d'aller avec notre agenda là, avec nos enfants. Donc, Nick, merci beaucoup. Il y a un podcast aussi dans le Super App, là. Vous pouvez l'écouter. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est sur la résolution de conflits. Puis il parle justement de l'importance de bien écouter avant de répondre. Là. Des fois, on écoute à moitié, mais c'était des
Ah, OK. Je pensais que tu me parlais, Ah Juliana. non, pardon, je parlais à ma petite qui est venue. Ah, OK, Oui, parfait. oui. Donc, c'est pour ceux qui ont la super app, vous pouvez l'écouter, là. Ils expliquent très bien ça. La partie où ce qu'il faut écouter, prendre le temps Prendre le temps de d'écouter. s'intéresser à qu'est-ce que l'autre a à dire pour pouvoir mieux comprendre sa version. En Donc, effet, en effet, en effet. Donc ça fait partie de la formation en leadership dont on parlait là. Sur l'application, il y a des podcasts de leadership, de développement personnel, de relations humaines. Donc, très intéressant à découvrir, des podcasts de 10 minutes, 15 minutes à découvrir. Donc, merci pour ça, Nick. Donc, voilà, merci beaucoup. Hâte de te revoir hein, au prochain, bien sûr, au prochain book club. Merci encore. Et puis, on va passer à notre prochaine, Aurore, notre prochaine panéliste. Donc, Aurore, je vais juste m'assurer qu'elle est là. Oui, tu es là. Allô, Aurore, Aurore. Bonjour. Oui, allô, Aurore. Donc, Aurore, hein, à sa deuxième participation, là, elle m'a vraiment impressionnée la première fois qu'elle a participé. Elle était superbe. Elle l'a naturellement. Donc, Aurore, est-ce que je peux te demander à tout le monde de t'applaudir parce que tu viens d'avoir ton bac en commerce de l'université? Merci. Yeah. Merci, merci, merci. Oui, oui. C'est un grand accomplissement. Je suis vraiment très fière de toi. J'imagine tout le travail, le sacrifice qu'il y a eu en arrière de tout ça. Là, on ne peut qu'imaginer. Alors, bravo encore. Et puis, toi, tu as fait... Et puis, tu adores la lecture et ça, on s'entend parce que tu aimes lire. Donc, alors, toi, tu as fait le chapitre 9. Chapitre 9, comment utiliser la technique de la magie blanche. Ah, j'ai hâte de voir c'est quoi. Et chapitre 10, comment amener les autres à avancer dans votre sens rapidement. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, Juliana. Avant de commencer avec le chapitre 9, que je pense qu'il va de pair avec le chapitre 8, parce qu'ils sont dans la même partie, selon le livre. Donc, j'aimerais d'abord vous dire merci à tout le monde qui est là. Merci d'être là parce que pour moi, être parmi vous, c'est une opportunité de faire partie d'un grand cercle de minds. Ça m'aide à pouvoir avoir une expérience donc naturelle de vous écouter, d'être là, d'avoir ce temps. C'est une fois chaque 4 mois, mais j'adore ça. Merci beaucoup. Donc d'être là et puis donc c'est un privilège pour moi d'être là avec vous, surtout que je vois tous les impacts que Life a eu dans vos vies, surtout Juliana, j'étais là quand tu es partie de niveau 1 à 9 là, j'étais là, j'ai vu ça, donc c'est un grand témoignage pour moi. Merci beaucoup. Merci. Donc moi j'ai le chapitre 9. Le titre dit comment utiliser la technique de la magie blanche. Je me dis que ça va vraiment de pair avec le chapitre 8 parce que, en résumé, ça dit être capable d'écouter les autres de manière sympathique et compréhensive est peut-être le mécanisme le plus efficace du monde pour s'entendre avec les gens et s'y lier de leur amitié pour de bon, c'est-à-dire pour toujours. Et malheureusement, trop peu de gens pratiquent cette magie blanche parce que c'est vraiment quelque chose qui est unique et quand on le pratique, on est en mesure d'avoir des résultats. Selon ce que j'ai lu, donc j'ai pu diviser ça en 2 catégories. Donc, je vois que je trouve que l'écoute peut rendre intelligent et que l'écoute aussi peut rendre riche. Pour ce qui est de l'intelligence, que ce soit dans les discussions personnelles, professionnelles, à l'église ou dans n'importe quel setting. Donc, c'est-à-dire que si tu prends le temps d'écouter la personne sans l'interrompre, c'est là que tu vas vraiment savoir ce que la personne veut te dire. Selon la manière dont nous grandissons en Afrique ou ailleurs aussi, je le vois. Maintenant que je suis là, je rencontre plein de gens d'autres pays. Je vois qu'on nous a appris à se taire, à ne rien dire, à cacher nos sentiments, qu'on n'avait pas le droit de nous exprimer en étant jeune. Donc, le fait que même ici, je sais que les gens qui grandissent au Canada aussi, selon leur famille, leur culture, il y a l'impact que la culture et la famille a sur eux. Et on a tendance à se renfermer sur nous, à ne pas vraiment dire ce qu'on pense. Et c'est en prenant le temps d'écouter l'autre personne, de le faire sentir qu'on est là, qu'on est vraiment de leur côté,
ils vont nous dire ce que eux, ils veulent. L'autre exemple que je trouve vraiment pertinent, c'est avec Life. Pour aller chercher les prospects, donc la personne va te donner X, Y raisons pour lesquelles ils ne sont pas prêts à être membres ou pas prêts à faire ceci ou cela. Mais c'est vraiment en écoutant les raisons 1, 2, 3. Au troisième, c'est là qu'ils vont te dire c'est quoi la vraie raison. Que tu sauras. Et je pense aussi que dans les podcasts aussi, on le dit, ou bien dans les essais. Donc, c'est quand même un exemple concret de chaque jour que les gens vont te dire ce qu'ils veulent quand tu prends le temps de les écouter. Autre chose, donc je disais que l'écoute peut vous rendre riche. La raison pour laquelle l'écoute peut vous rendre riche, par exemple, dans le cas de Juliana, maintenant tu es entrepreneur, c'est seulement quand que la personne sent que tu es de leur côté, qu'ils veulent avoir confiance en toi, te donner leur argent pour qu'ils puissent arriver donc, à accomplir leurs objectifs. Donc, la manière dont tu délivres le produit, ce n'est pas seulement donner le produit fait A, B, C pour que tu arrives à tes résultats, mais c'est aussi de leur montrer que tu crois en eux. Et ça passe par l'écoute, la plupart du temps. Je crois en eux et que je détecte leurs besoins aussi. Exact. Si je ne les écoute pas, je ne connais pas vraiment leurs besoins et je ne peux pas vraiment aider à satisfaire leurs besoins, au fond. C'est pour ça qu'on est là en entreprise, c'est de satisfaire un besoin de nos clients. Alors, merci pour ce bel exemple. Merci. Donc, la clé, donc pour conclure le chapitre 9, c'est que la clé, c'est que vous devez savoir ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin, comme tu le disais, Juliana. Et c'est là que, lorsqu'ils se sentent traités efficacement, c'est là qu'ils vont tout vous donner. Et c'est la clé aussi de la réussite en termes d'argent parce que, surtout pour les entrepreneurs. Donc, je me dis, vraiment, prendre le temps d'écouter, ça paye de plusieurs manières. Ça conclut le chapitre 9. Maintenant, pour aller au chapitre 10, le titre, c'est « Comment amener les autres à abonder dans votre sens et rapidement ». Ça veut dire vraiment comment amener les autres à... Je manque le mot en français. Like, how to bring the others to agree with you. Comment amener les autres à être d'accord avec vous, à collaborer avec vous. Exactement. Voilà. Ok, donc ici, donc mes notes, voici ce que j'ai écrit. J'ai dit, nous voulons naturellement discuter lorsque d'autres personnes sont en désaccord ou ont des idées opposées. Donc, l'intention, pas l'intention, mais la première chose que nous allons vouloir faire, c'est de vraiment discuter. Donc, je te dis quelque chose, tu me réponds automatiquement sans même prendre le temps de m'écouter. Donc ici, nous le prenons contre notre ego. C'est-à-dire, je te dis quelque chose, tu sens que c'est l'attaque directe à ton ego et nous ripostons sans même avoir réfléchi ou écouté ce que l'autre personne voulait nous dire. Et cela ne fonctionne pas, on le sait tous, parce que la seule façon de vraiment gagner une dispute, c'est de faire changer la vie de l'autre personne. Ce n'est pas de riposter. Au fait, moi, ce chapitre me fait penser aux 7 habitudes de Stephen Covey, là où il parlait que les sentiments l'un envers l'autre, que ce soit femmes, hommes ou les gens qui sont mariés, parents, enfants ou même au travail entre collègues, c'est que dès que la relation débute, nous avons chacun un compte bancaire. Un compte bancaire d'émotion, un compte bancaire d'appréciation. Donc, le plus que tu vas aller piger dans l'autre compte sans ajouter, c'est comme sans arroser la fleur. Si tu continues à aller juste retirer l'argent sans contribuer pour continuer donc d'arroser, d'entretenir les liens, à la fin du temps, ça s'épuise. Donc, ça veut dire que si tu veux que l'autre t'apprécie sans que toi, tu l'apprécies, la balance n'est plus. Donc, c'est-à-dire que
il y a un côté qui va se sentir comme mal aimé ou qu'on prend avantage de lui ou d'elle. Donc, ça fait que les liens ne passent plus. Le réservoir affectif. Le réservoir affectif, c'est ça. Le réservoir, exactement. Merci pour le mot en français. Donc, ici, j'ai dit, vous aurez du mal à gagner les arguments si vous essayez d'attaquer l'ego de l'autre personne, car il n'y a qu'une seule façon de faire accepter une idée. Donc, on nous suggère de faire des suggestions, que ce soit au travail, surtout pour nos supérieurs. Si on veut que notre idée passe, ce serait mieux de dire « j'ai des suggestions » au lieu d'apporter ça d'une autre manière. Que ce soit vers ta femme ou vers ton mari, j'ai des suggestions. Maintenant, on parle des ados. Ma fille, elle a 4 ans, mais bientôt, je sais très bien qu'on va commencer à avoir des discussions assez sérieuses. Donc, je me dis, ce sera que des suggestions que je pourrais lui faire au lieu de lui dire « fais ci, fais ça ». Parce que ça n'a pas marché pour moi non plus, donc je le sais très bien. Pour Serron l'auteur, donc, il y a 6 règles qui sont testées pour gagner des arguments. La première, c'est laisser l'autre personne exposer son cas. Cela fait attendre toutes les idées et les met dans l'état d'esprit d'écouter les vôtres par la suite. C'est-à-dire que si vous prenez le temps d'écouter la personne, par respect naturellement, l'autre personne aussi va prendre le temps de vous écouter. C'est-à-dire laisser l'autre personne finir sa phrase et donc suivre aussi les cues visuels pour voir si l'autre personne est prête à vous écouter avant de répondre ou bien de riposter ou faire votre suggestion. La deuxième chose, il dit, faites une pause avant de répondre. Naturellement, dans la communication, donc, il y a toujours dans les principes de communication professionnelle, il faut toujours prendre une petite pause avant de répondre. Ce n'est que par respect et tout le monde s'y attend. La troisième chose, n'insistez pas pour gagner à 100%. Si cela est plausible, reconnaissez et cédez sur des points mineurs et sans importance, car il y en a toujours. La quatrième chose, exposez votre cas avec modération et précision. Il est plus efficace d'utiliser les faits énoncés calmement que d'exagérer. Et il y a un quote de Ben Franklin qui a dit « Ce moyen de convaincre quelqu'un d'autre est d'exposer votre cas avec modération et précision. Ensuite, dites que, bien sûr, vous pouvez vous tromper à ce sujet. » Donc, nous devons admettre que nous aussi, on peut se tromper car nous sommes qu'humains après tout. Ce qui amène votre auditeur à recevoir ce que vous avez à dire. Mais si vous vous attaquez à lui avec un ton positif et arrogant, vous ne faites que de lui un adversaire. Et ce n'est pas ça le but de la conversation pour commencer. Le 5e point, ça dit parler à travers les tiers. La troisième personne qui est beaucoup moins susceptible d'éveiller l'ego de l'autre personne, donc selon ce que vous voulez communiquer. Ceci, ça me fait penser encore à Life, donc où on nous suggère de parler bien des autres, car en parlant bien des autres, donc le bien que tu sors de toi pour aller à donner des éloges à l'autre personne, donc ça montre que même si la personne n'est pas là, tu l'apprécies. Et ce point-là, ça va quand même aller donner, donc ça va aller dans le réservoir, dans le compte bancaire pour que la personne sache que oui, tu es de son côté. Et le dernier point, c'est toujours laisser l'autre personne à sauver face. Même si vous savez que vous avez raison, donc gagner à 100%, ce ne devrait pas être l'objectif. Des discussions ou bien des arguments, c'est toujours laisser l'autre personne à avoir quand même aussi, pour avoir un win-win de 2 côtés. Donc voilà, ça conclut les 2 chapitres. Je t'entends pas. Pardon, j'étais sur mute. La blague de l'année, tu es sur mute. OK, donc merci Aura.
De rien. Je disais que j'étais en train de prendre des notes. J'aime comment tu as donné les 6 derniers points à la fin. Et c'est vrai que, tu sais, quand on est en pleine chicane, ou tu sais, quand les émotions sont high, là, c'est vrai que c'est pas évident de ne pas riposter et puis de ne pas répondre. Donc, mais c'est bon au moins d'avoir la notion et puis de se préparer mentalement, là, que si ça arrive, tu prends sur toi de respirer avant de répondre parce que à la fin, quand ça monte, c'est l'escalade et puis tout le monde y perd à la fin finalement. Donc mais c'est bon au moins d'avoir la théorie pour pouvoir la mettre en pratique la prochaine fois. Alors, merci beaucoup, Aurore. C'était vraiment, ouais, c'était très, très apprécié. Et puis, ça m'amène bien, en fait, à ce que moi, je devais discuter aujourd'hui avec vous. C'était les chapitres 11 et 12. Hein. Donc, le chapitre 11, ça dit comment obtenir une entière collaboration et accroître la puissance de votre cerveau. Donc, ce que j'ai retenu de ce chapitre, finalement, c'est l'importance, en fait, lorsque vous voulez avoir la collaboration de quelqu'un, que ce soit votre conjoint, votre enfant, un collègue, un travailleur, quelqu'un qui travaille pour vous, vous ne voulez pas juste demander à la personne, hey, viens m'aider ou hey, va faire ceci, va faire cela. Non, ce qu'on veut essayer de faire plutôt, c'est demander à la personne ses idées d'abord. C'est de demander à la personne ce qu'elle en pense, demander son opinion. Donc, il y a une phrase qui m'a frappée, là, qu'il a écrit là, dans le livre, c'est, attendez, ça dit, il est psychologiquement impossible qu'un être humain fasse participer 100% de ses muscles, à moins d'avoir aussi la possibilité d'y joindre ses idées. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est ça, on ne veut pas juste demander à quelqu'un de faire quelque chose. On veut aussi l'impliquer par ses idées, lui demander ses opinions, ses suggestions, ce qu'il en pense. C'est ça. Et ça vaut particulièrement avec les enfants parce qu'avec les enfants, on a tendance à vouloir leur dire quoi faire, comme on le disait tout à l'heure. On veut leur dire quoi faire parce que nous, on est omnipotents, on connaît tout et tout. Alors qu'en fait, l'auteur nous recommande beaucoup de faire ces réunions familiales, faire des réunions familiales de façon régulière. Ils appellent ça des séances de planification. Elle appelle ça des séances de planification familiale. Donc, si ça peut être fait chaque semaine, tant mieux. Sinon, au moins, à chaque mois, faire une réunion familiale. Pourquoi? Pour discuter des problèmes qu'il y a dans la famille et surtout pour faire s'exprimer tout le monde, les petits comme les grands. Donc, on encourage les enfants à proposer leurs solutions, à proposer leurs idées. Donc, ainsi, mais le parent va toujours être celui qui a le dernier mot, bien sûr, qui va prendre la décision finale. Mais on dit que quand l'enfant a été consulté, en fait, quand on a pris le temps d'écouter ses idées ou ce qu'il pensait, il va être plus collaboratif. Même si la décision finale va à l'encontre de ses désirs, il va être plus collaboratif, tout simplement parce qu'on l'a laissé parler et qu'on a écouté ses idées. C'est intéressant hein, de savoir ça. Et ça, pourquoi? Parce que l'être humain, en fait, se sent... ce livre-là, on peut résumer au fait que l'être humain aime se sentir valorisé. On a tous ce besoin-là de se sentir important. On aime tous qu'on nous consulte, qu'on consulte nos idées, nos opinions, qu'on demande notre avis. Et ça vaut pour les grands comme pour les petits. Donc, c'est vraiment ce que j'ai retenu là du chapitre 11, c'est toujours penser à demander l'avis de l'autre, poser des questions, toujours, c'est ça, au lieu de juste demander de l'aide ou demander la collaboration de quelqu'un, il faut d'abord demander son avis, son opinion sur le conseil, lui le valoriser et puis lui dire, j'aimerais bien avoir ton avis, avoir ton conseil. Et ça vaut dans la famille, mais ça vaut aussi dans l'entreprise. Ça vaut beaucoup dans les situations d'entreprise et j'ai beaucoup apprécié l'exemple que l'auteur a donné là des usines McCormick. Hein. McCormick, là, c'est la grande entreprise américaine d'épices là et ils font Clubhouse, ils font Bee Honey ou quelque chose comme ça, du miel aussi. Donc, il raconte comment cette entreprise-là, en 1930, dans les années 30,
ça allait très mal, en fait. Donc, le gestionnaire, le grand patron de McCormick, c'était le fondateur, là, un vieux monsieur, là, très travaillant, mais c'est la gestion à la vieille école, là. C'est moi le manager, c'est moi le boss et c'est moi qui vous dis quoi faire. Un point, c'est tout. Donc, quand son neveu est venu l'aider pour travailler, travailler à l'usine, son neveu a commencé à lui parler de gestion participative, de demander les avis, de faire participer plus les travailleurs. Il a dit non, 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 moi, je ne veux rien savoir de tout ça. Donc, en 1930, ça allait mal. C'était la Grande Dépression. Ils ont baissé beaucoup les ventes. Ils ont commencé à perdre des employés, à diminuer les salaires des employés. Donc, c'était la déprime totale. Et bien sûr, il y a eu la Grande Dépression des années 30 aussi. Donc, ça allait mal pour l'entreprise. Ils commençaient à couper les employés, diminuer les salaires. Et là, le vieux fondateur est décédé. Et son neveu, là, qui avait des idées, là, un peu plus réformiste, on dirait, là, il est venu, il a pris la place de son oncle qui est décédé, qui n'avait pas d'enfant. Et il a commencé à installer cette pratique-là de gestion participative où la direction, je ne sais plus comment il a dit, là, vous irez voir dans le livre, là, mais j'aimais là les expressions qu'ils disent pour l'expliquer. En tout cas, gestion participative, c'est-à-dire il a créé des comités. En fait, lui, dès qu'il est arrivé, ce qu'il a dit aux gens, c'est on va augmenter vos salaires. Vous allez avoir un peu plus de vacances, mais vous allez m'aider à augmenter les ventes et à diminuer les coûts de l'entreprise, sinon on va tous couler ensemble. Donc, ce qu'il a dit, en fait, c'est que il les a d'abord motivés, mais surtout, il a fait en sorte que le problème de l'entreprise soit le problème de chaque employé. Il a vraiment sollicité là, la participation personnelle des gens en leur faisant comprendre que c'est aussi leur problème à eux. Donc, c'est vraiment ça là, le génie de ce monsieur McCormick-là. Alors, donc, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à donner leur avis. Il a créé des comités, des sous-comités là, dans toute l'entreprise chargés d'aller prendre les suggestions de chaque travailleur. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les idées sont commencées à arriver. Il y a eu des nouvelles idées de produits, des nouveaux emballages, des nouvelles façons d'étiqueter plus rapides. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup d'idées. Et bien sûr, le boss se réserve le droit d'approuver, bien sûr, toutes les idées, mais ils ont approuvé 99% des idées qui viennent vraiment du champ, là, du field, comme on dit, des travailleurs. Et imaginez-vous que 20 ans plus tard, en 1950, l'entreprise est devenue florissante. Les ventes ont augmenté de 1500%. Les employés sont contents. Maintenant, on a augmenté leur salaire, on a augmenté leurs vacances. Donc, c'est fou comment le fait d'avoir fait participer les employeurs, de les motiver, d'encourager leurs suggestions, en fait, et de profiter de leurs idées, en fait, c'est ça. Au lieu que ce soit juste l'idée d'une personne, on profite de l'idée de 1000 personnes, de 10 000 personnes. Donc, c'est certain que l'entreprise va aller plus haut et plus loin grâce à toutes ces idées-là réunies, d'où la force et puis le génie là, de cette idée de gestion participative ou de collaboration en entreprise. Donc, ça, c'est un peu le résumé du chapitre 11. Le chapitre 12, le chapitre 12, on en a déjà parlé un peu dans tous les autres chapitres, là, ça nous parle de la force du louange, l'importance du louange. Quand on parle de louange, c'est quoi? Louange, on parle de louer Dieu, on parle de louer quelqu'un, de donner un compliment, donner un éloge, d'encourager, de remercier. Donc, le louange a quelque chose de miraculeux, comme dirait l'auteur, c'est que ça augmente vraiment l'énergie d'une personne. Quand tu te sens édifié, tu te sens encouragé, tu te sens approuvé, apprécié, c'est incroyable comment l'être humain se sent. Tu vois vraiment le niveau d'énergie là qui augmente. Alors qu'au contraire, quand tu reçois une critique, le niveau d'énergie baisse. Et ça vaut chez les grands, chez les petits. Avez-vous remarqué le sourire là? Tout à l'heure, Bertrand parlait de sa fille là, une fois qu'il a commencé à donner là, les points positifs et puis les éloges, le sourire est revenu et la réceptivité est là. Donc, d'où l'importance de commencer toujours par les compliments d'abord, les choses positives d'abord pour rendre les gens un peu plus réceptifs à ce qu'on a à leur dire. Surtout si ce qu'on a dit, ce sont des idées constructives ou des critiques constructives entre guillemets. Donc, vraiment, le louange, c'est quelque chose de magique. En passant,
une suggestion de lecture. Aussi, ceux qui n'ont pas encore lu le livre Comment se faire des amis et influencer les autres, ici aussi, et plein d'autres livres, La magie de voir grand de Schwartz, tout ça, ça vous parle de l'importance de donner des compliments, de faire sentir la personne bien, de donner des éloges. C'est ça quelque chose de magique qui remonte le niveau d'énergie de la personne qui la reçoit. Donc, c'est vraiment la façon de fonctionner. Soyez bon, devenez bon à trouver quelque chose de bon à dire chez une autre personne. Dès que vous voyez que quelqu'un fait des efforts, fait quelque chose de bien, notez-le, soulignez-le, faites en sorte que ça devienne automatique. Vous allez voir ce que ça va apporter dans votre vie. C'est fou, là. C'est comme ça qu'on développe de façon sincère et authentique une personnalité magnétique. En fait, les gens vont vous aimer tellement parce que vous savez remarquer ce que les autres font de bien. Donc ça, c'est une aptitude. Si j'ai quelque chose vraiment à recommander à tout le monde, c'est d'apprendre à faire ça, apprendre à donner des compliments, apprendre à faire des éloges, toujours de façon sincère, authentique. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de pas vrai ou de faux. Non, c'est remarquer que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans le sourire, dans les efforts, peu importe. En anglais, ils disent be a good finder. Devenez bon à trouver quelque chose de bon chez l'autre. Et vous allez voir comment tout ça va vous revenir au centuple. Donc, c'est vraiment ça. Donc, résolution, chaque jour, essayez de dire quelque chose de gentil ou de complimenter, de donner un louange au moins à 3 personnes. Faites cet exercice-là. Et ça peut être juste un remerciement bien senti pour un service que quelqu'un vous a rendu, par exemple. Juste ça. Donc, mais faites-le intentionnellement, comme dirait Annick. Faites-le intentionnellement chaque jour, de donner des compliments, des éloges, quelque chose de positif à dire à quelqu'un. Et puis, vous allez voir qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie. Donc, voilà. Et pour le reste, je vous invite à aller lire le livre. Nous, on vous a partagé, comme je disais, ce qui nous a frappé, ce qu'on a aimé, etc. Mais à vous d'aller personnaliser votre expérience avec ce livre-là. Et je vous dis déjà, bonne lecture. Et on n'a pas encore fini, hein, la dernière et non la moindre panéliste, hein, c'est Essé Maoussé Agbessi. Donc, Essé, bravo pour ta première participation. Je suis très fière de toi. Je t'ai quasiment poussée à le faire. Merci d'avoir dit oui. J'espère que tu as apprécié la lecture. Et puis, sache que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Tu as une super maman avec ta fille. Essé, elle est bio-informaticienne et elle analyse des données génétiques au centre de recherche de l'ICM. Peut-être tu nous diras c'est quoi l'ICM là. Voilà. Et puis, ça a sûrement quelque chose avec la génétique. Voilà. Notre amie Aurélie, je salue Aurélie qui me suit, pourra peut-être savoir c'est quoi. Et puis, toi, tu vas parler du chapitre, là, je suis perdue dans mes notes, là, mais en tout cas, tu me diras c'est quoi, chapitre 13 et 14, hein, Essé? 13 et 14, oui. OK, vas-y. Alors, vas-y, Essé, la parole est à toi. Merci beaucoup, Juliana. C'est vraiment un privilège. Je sais que tu m'as un peu poussée, mais ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment un privilège de pouvoir partager avec tout le monde sur le 13e et le 14e chapitre de ce livre. Alors, le 13e chapitre s'intitule « Comment critiquer sans offenser ». Alors, la plupart du temps, quand nous entendons le mot critique, déjà, on se sent déjà un peu irrité à la base. On est un peu sur l'agressivité. Ça nous laisse un peu un goût amer dans la bouche. Pourquoi? Parfois avec raison, parce qu'on a tendance, on a l'habitude de voir des gens critiquer pour rien ou pour n'importe quoi. Très souvent, les gens vont vouloir critiquer, rabaisser les autres, parfois inconsciemment. Et souvent, en faisant ça, ça montre une faible estime de ces personnes-là, de soi-même, en fait. Et l'auteur nous disait que John Murphy disait dans un de ses livres qu'on doit être petit pour vouloir critiquer l'autre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas critiquer? Non, pas du tout, parce que la critique en soi, l'objectif même d'une critique, ce n'est pas d'humilier une personne, mais c'est de pouvoir, ce n'est pas de la rabaisser, mais c'est de pouvoir l'élever. Ce n'est pas de la blesser dans ses sentiments personnels, mais plutôt de pouvoir l'aider à mieux s'accomplir, à atteindre un résultat final qui est bon. Et il disait que 95% du temps, quand nous disons
c'est parce que je vous veux du bien que je vous dis ça. Très souvent, ce n'est pas vrai. Et ça a fait un tilt dans ma tête. Et en faisant une introspection, je me suis rendu compte que oui, souvent, quand on dit ces genres de phrases, c'est qu'on est déjà agacé, on est en colère et on le dit déjà avec une certaine colère. Donc, on démontre à l'autre comment tu peux ne pas comprendre ça, comment tu peux ne pas comprendre mon point de vue. Et l'autre ne peut pas être réceptive à ce genre de commentaires ou ce genre de critiques-là. Et l'auteur, en discutant avec l'ancien vice-président de American Airlines pendant longtemps, il lui disait qu'un modèle de critique sur lequel nous devons baser nos commentaires, c'est celui d'un pilote qui va atterrir. Pourquoi? Parce que le pilote qui va atterrir va recevoir des commentaires venant de la tour de contrôle. S'il est hors piste, on va lui dire ton atterrissage est hors piste. S'il est à trop faible altitude, on va lui dire tu es à trop faible altitude. Et il n'a jamais entendu aucun pilote se plaindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrôleur ne s'attaque pas à la personne, pas à la personnalité du pilote, mais il s'attaque pas, mais il commente en fait l'atterrissage de ce pilote-là dans un but précis. Le but étant que ça soit un bon atterrissage. Et si ce pilote-là effectue un bon atterrissage, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que d'un point de vue, il y aura des vies qui vont être saines et sauves. De l'autre côté, le pilote va en sortir gagnant. Je dis ça parce que je me rappelle avoir pris un vol où il y avait beaucoup de turbulences et arrivé à destination, tout le monde s'est mis à applaudir. Certains vont dire il remercie Dieu. Et aussi le pilote parce que c'est lui qui les a conduits à bon port d'une certaine manière. Donc, le pilote en tire des bénéfices des commentaires de la tour de contrôle de ce contrôleur-là qui l'aide à mieux se positionner pour pouvoir atterrir. Et en fin de compte, la compagnie aérienne aussi en sort gagnante. Donc, au final, tout le monde est gagnant-gagnant. Et il disait que c'est dans ce modèle-là que nous devons baser tous nos commentaires et toutes nos critiques. Donc, il a fini ce chapitre avec 7 exigences qu'une critique devrait avoir. Le premier point, c'est qu'une critique doit se faire toujours en privé. Quand je veux faire une reproche à mon conjoint ou à mes enfants, si je le fais devant tout le monde, l'autre est blessé dans son ego et il ne va pas nous écouter, il va se sentir frustré. Donc, il est important de pouvoir faire les critiques en privé. Et il reprend l'exemple du pilote. Ce pilote-là qui a des critiques de la part de la tour de contrôle, ça se fait dans une communication directe et privée avec le pilote et pas dans des haut-parleurs. Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours commencer une critique par un compliment. Ça, plusieurs l'ont déjà dit dans d'autres chapitres. Les mots gentils vont permettre d'adoucir l'atmosphère. Ça va permettre à l'autre d'être réceptive à ce qu'on veut lui dire, en fait. Donc, il est très important de pouvoir dire quelque chose de bien, pas quelque chose de faux, quelque chose de bien, mais de sincère aussi, qui est bien, qu'on trouve bien dans le travail de la personne. Le troisième point serait en fait qu'une critique soit impersonnelle. Il est important de dissocier la personne de l'acte que la personne a posé. Nous ne devons pas confondre les deux. On dit ton travail ou il y a eu des erreurs dans ton travail, on n'est pas en train de dire tu as fait un travail nul. Parce que quand on dit la deuxième chose, on s'attaque à la personne, alors que quand on lui dit qu'il y a eu des erreurs dans le travail, là, il voit qu'on ne s'attaque pas à lui. C'est le travail, il y a eu quelque chose qu'il doit améliorer. Donc, important que la critique soit impersonnelle. Le quatrième point, c'est de fournir une réponse. La pire des choses, c'est qu'on se voit reprocher plein de choses et qu'on ne sache même pas comment on fait pour changer ça. Donc, quand on fait une critique, il est important de pouvoir dire à l'autre, je pense qu'en faisant ça, tu arriveras à un meilleur résultat au lieu de faire juste la critique en l'air et puis de le laisser comme ça. Là, il n'a pas la réponse. Il n'a pas vraiment le mode, du moins un exemple de mode d'emploi, en fait, pour pouvoir corriger le problème.
Et l'autre point qu'il s'y souligne, c'est le 5e point, c'est de pouvoir demander la collaboration de la personne et non de l'exiger. La collaboration, si je prends l'exemple, par exemple, dans le cadre professionnel ou un rapport qui a été remis au leader et il y a eu des erreurs là-dedans, il vous dit, après avoir souligné ça, est-ce que vous pouvez apporter ces corrections? Vous impliquez la personne dans le processus de correction. Vous ne lui dites pas, je vous exige, allez faire ces corrections, mais vous le dites, tout est dans la manière de le dire et aussi de demander la collaboration de cette personne-là. Le 6e point serait de faire des critiques, une seule critique à la fois. On n'est pas là pour s'acharner sur une personne. On relève une chose à la fois. Et il disait aussi qu'il est important de ne pas ressortir des anciennes erreurs d'une personne. Ça, souvent dans les familles, dans les ménages, c'est dès qu'il y a une dispute, ben là, on ressort si ça, tu as fait ci la dernière fois. C'est important de pouvoir, une fois qu'on en a parlé, c'est bon, c'est fini, on l'enterre et on n'en revient plus. On ne les ressort pas après pour dire, bah, tu fais ci, tu fais ça. Non, il est important de faire une critique à la fois. Et on ne déterre pas les vieux dossiers. Exactement. Et le dernier point, il disait de finir avec une note amicale. Donc, si c'est dans le travail, le domaine professionnel, une tape dans le dos, ou si c'est à la maison, ben, je compte sur toi. Un petit mot ou quelque chose qui va permettre à la personne quand même d'être en confiance et de pouvoir aller et savoir que, OK, la discussion est close, il va maintenant aller pour effectuer cette correction-là. Et en lisant ce chapitre, j'ai beaucoup pensé à une discussion que j'ai eue il y a 2 semaines avec ma fille. Elle a 11 ans et puis il faisait des présentations à l'école. Et là, on en parlait et elle me disait, à la fin de chaque présentation, les camarades pouvaient faire des commentaires. Mais c'est des commentaires en forme de sandwich. Et j'étais intéressée, je lui ai dit, mais ah oui, c'est quoi ces commentaires-là? Il me dit, le sandwich ou le burger. Le burger, elle disait, d'abord, tu as un pain qui est mou. Donc, en fait, ça représente un compliment que tu vas faire à la personne. Tu commences toujours par un compliment. Tu dis à la personne ce qui est bien dans son travail. Ensuite, c'est la partie dure qui est la viande. Et là, tu lui dis ce qu'elle va faire pour améliorer cette personne-là, améliorer son travail. Et tu finis encore par quelque chose de doux qui est encore le pain pour dire bah, finalement, mais en global, dans l'ensemble, ton travail est quand même bien. Et je me suis dit, ah, c'est quand même génial qu'à l'école, aujourd'hui, on puisse enseigner ces principes-là aux enfants parce que ça permet qu'ils soient de meilleures versions d'eux-mêmes, en final, et être très bons dans les relations humaines. Donc, voilà pour le chapitre 13 et le 14e chapitre, l'auteur nous parle du plan d'action. L'auteur disait que ce livre n'aura pas atteint son objectif si nous nous contentons de le lire et puis de nous dire « Ah, les conseils qu'il y a eu dans ce livre, ils sont très bien, je vais essayer de les appliquer au quotidien. » Ce livre n'aura pas atteint son objectif. Parce qu'il nous disait que dans ce livre-là, nous avons des conseils, ce sont des ingrédients au final dans la formule du succès. La formule en elle-même, c'est quoi? Il disait c'est connaissance plus application, ça nous amène au succès. Donc, il est important, une fois que nous avons toutes ces connaissances-là, d'avoir un plan d'action simple mais concret qui va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs-là. Et il disait, avant même d'en arriver là, il est important de savoir pourquoi nous voulons nous améliorer, pourquoi nous voulons améliorer les relations humaines. Si nous voulons améliorer nos relations humaines parce que nous pensons que nous voulons éviter les conflits avec les autres, nous voulons avoir tout le temps le dernier mot, être au contrôle, nous partons déjà d'une idée négative et nous ne pouvons pas arriver à un bon résultat avec ça.
Par contre, si nous voyons nos rapports avec les relations humaines comme un outil qui va nous permettre de nous épanouir, qui va nous permettre d'arriver à un certain succès, là, nous y allons dans une attitude positive et nous pouvons ainsi commencer par une attitude positive et atteindre nos objectifs. Ceci étant dit, il nous dit qu'il est important d'identifier les objectifs. Les identifier, mais aussi de les écrire. Le fait d'écrire nos objectifs, ça nous permet de les fixer, de les graver. Et ensuite, on va pouvoir se mettre en marche pour pouvoir apporter des corrections et atteindre ces objectifs-là. Donc, il nous dit, mon problème numéro 1, que ce soit dans le domaine personnel ou que ce soit dans le domaine professionnel, c'est quoi mon problème numéro 1? Ensuite, dans ce livre-là, est-ce qu'il y a des informations qui me permettent de comprendre ce problème-là? Si oui, qu'est-ce que les autres ont fait pour pouvoir régler ce problème-là? Une fois que j'ai ce plan d'action détaillé-là, je fais un suivi. Chaque semaine, je peux dire, OK, au vu de ce qui s'est passé dans cette semaine, j'ai vu que j'ai progressé. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je suis encore au niveau où j'étais avant? Si oui, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les améliorations que je dois apporter, en fait, à mon objectif? Donc, voilà, il nous invitait à participer à la rédaction de ce livre parce qu'il laissait des pages un peu vides pour qu'on puisse compléter, en fait, pour qu'on puisse nous approprier, en fait, le livre. Il finit aussi par dire que il est important d'avoir un programme. Ça, je viens de le dire, mais nous avons tous des défauts. Nous sommes des humains, nous avons tous des défauts. Donc, il a fini avec une liste qui n'est pas exhaustive, mais de choses que nous pouvons utiliser pour faire une introspection. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux améliorer? Et cette introspection-là va nous amener justement à avoir un objectif précis et puis un plan d'action concret. Donc, voilà ce que j'ai retenu de ces 2 chapitres-là. Merci beaucoup, Juliana. Wow, tu as l'esprit très organisé, ma chère. J'adore, j'adore. Merci beaucoup et c'était excellent. Donc, j'ai aimé comment tu as repris les points là et la méthode sandwich là. Il faut qu'on pense à l'appliquer là, parce que ça marche. Donc, merci beaucoup. Voilà, et ça conclut le book club d'aujourd'hui. Sam, est-ce que tu voulais dire quelque chose avant qu'on clôt? Avant que je clôt? Sam Baudry. Donc, bon, ben voilà. Donc, excusez-moi, j'étais sur mute. OK. Ben, écoutez, vous avez tous et toutes été génial. On a beaucoup appris. Je pense que ça donne le goût d'aller soit relire le livre ou aller voir nos notes. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, ben, allez-y, lisez le livre. Vous allez définitivement pouvoir intégrer là, plusieurs des trucs et astuces de ce livre dans votre propre vie pour pouvoir bâtir votre confiance et votre puissance avec les gens. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi, tous ceux et celles qui ont suivi. Puis, on se voit le dimanche 10 avril 2022. On sera en 2022. Hein, donc, c'est ça tout le monde. Hein, le livre, c'est Les grandes leçons de la vie. Les grandes leçons de la vie de Hal Urban. Alors, tous ceux qui veulent participer, comme aujourd'hui, faites-nous le savoir et nous, on dit bienvenue à tout le monde. Tous ceux qui veulent reparticiper avec plaisir. Donc, on se prépare donc pour dans 4 mois, édition du 10 avril. Ce sera la 9e édition du Book Club. Donc, merci à chacun de nos panélistes aujourd'hui. Donc, Sam Baudry, Bertrand Desfaux, Dania Derivo, Nick Vincent, Aurore Mukeshimana et Maosé Afessi. Merci à vous. Vraiment, j'apprécie le temps que vous avez pris pour préparer, pour lire et partager avec nous. J'apprécie du fond du cœur. Donc, j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Merci à tous ceux qui ont suivi. J'espère que vous avez aimé
je pense que la rediffusion sera disponible sur Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à aller copier, partager si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça pourrait bénéficier d'écouter ce book club, hein, partagez. Donc, voilà. Alors, on finit à l'heure. Merci, bravo à tout le monde. On est même en avance. Aujourd'hui, c'est la première fois. Tout le monde a bien respecté son temps, vraiment compliment. Et puis, je vous donne rendez-vous le 10 avril. Passez de belles fêtes, tout le monde. Bye bye. Au revoir.